Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire comment cartographier votre paysage Data et Analytics avec le BI Smart Repository de RapidViews. Alors, je suis donc Jérôme Tocan, le directeur général de Decivision d'ailleurs et de RapidViews, et je suis accompagné de Julien Dugrip, notre directeur technique. Bonjour. Ce webinaire devrait durer à peu près 50 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette session et on prendra donc l'ensemble des questions, comme on fait toujours, à la fin donc, de notre présentation. Présentation, démonstration. Alors, on va présenter Decivision et RapidViews. On va parler de cette offre de qu'est-ce qu'on fait donc à travers ce logiciel qui s'appelle RapidViews. On va parler donc du BI Smart Repository. On va faire une démo en prenant des cas d'usage concrets. Puis, on parlera de nos références et on prendra l'ensemble de vos questions-réponses. Alors, Decivision, quand même, je pense, pour ceux qui nous connaissent, Decivision, à la base, c'est une société de services spécialisée dans le décisionnel, qui existe depuis pratiquement 20 ans. Et aujourd'hui, il y a à peu près 4-5 ans, on a développé, on a créé une société à côté qui s'appelle RapidViews, qui est éditeur de logiciels, dont le but, c'est de faire de la gouvernance analytics et qui font partie du même groupe qui s'appelle voilà, le groupe Decivision. Donc, il y a bien sûr des liens entre les deux qui sont très forts, bien entendu. RapidViews développe, entre autres, pour Decivision, et derrière Decivision, vous, nos clients, bien entendu. Alors, Decivision, société de services spécialisée dans le décisionnel. On fait du conseil en stratégie data, énormément de prestations, bien entendu, d'optimisation des licences, de formation, de support, et sur les outils, donc à la base, tout ce qui est analytics et data visualisation. Donc, on était un acteur majeur au tout début sur la partie Web Intelligence. On fait beaucoup maintenant de SAP Business Object 2025, beaucoup de Power BI, SAP Analytics Cloud, DigDash. La partie ETL, beaucoup de talent, beaucoup de Microsoft, SAP Data Services, DBT, et sur ces nouveaux concepts, on parle maintenant de plateforme de data, Snowflake, Microsoft fabrique la SAP Business Data Cloud, et en termes de gouvernance, eh bien, on est partenaire de Blueway avec une solution qui s'appelle MaData Catalog, qui est plus, on va dire, un peu axée sur la partie RGPD, et RapidViews, dont on va parler aujourd'hui via le BI Smart Repository, qui est une solution vraiment pure pour, on va voir, qui est dédiée à la partie analytics. Decivision, plus de 500 clients en France, dans tous les secteurs d'activité, public, privé, tout type de société, parce que vous avez tous du BO, du Power BI, et j'en passe des meilleurs, et des besoins donc, de pilotage. Tout le monde a besoin de piloter son activité maintenant, depuis très longtemps, bien entendu. Avec le siège qui est à Toulouse, des bureaux à Bordeaux, Nantes, Lyon, Paris et Lille. RapidViews, donc qu'est-ce que c'est RapidViews? Il y a 4-5 ans, comme on était partenaire, via Decivision, on est partenaire bien sûr de SAP. SAP a sorti une solution, a fait donc évoluer son ERP. On est passé d'un ERP qui s'appelait ECC à ce qu'on appelle maintenant S4HANA. Quand S4HANA, c'est un nouvel ERP SAP qui fonctionne sur une nouvelle technologie de base de données qui s'appelle HANA, HANA, qui est une base de données in-memory. Et on s'est dit, tiens, et si on développait des mécaniques analytics qui permettaient d'accélérer les déploiements de solutions analytics dans le monde de SAP, donc le monde de SAP qui est un monde particulier, qui est peut-être pas le monde classique relationnel. Donc on s'est lancé dans ça et on a sorti, voilà, on accélère le déploiement des solutions analytics et à travers ça, on a commencé à sortir une solution de gouvernance qui sur lequel on travaille sur des comptes SAP, on va en parler, mais aussi maintenant sur des comptes qui sont justement pas des comptes SAP et qui ont des solutions qui sont justement des solutions qui sont non SAP. Donc, qu'est-ce que c'est que l'offre RapidViews? Deux choses, des contents et le BI Smart Repository dont on va parler aujourd'hui. Les contents, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on a développé. Donc, rapidement, ce n'est pas le sujet, mais quand même que vous soyez au courant. Si vous êtes SAP, ça peut vous intéresser. Sur le core module de SAP, c'est-à-dire les modules FICO, SDM, MPP, QM, EWM, c'est-à-dire tout ce qui touche la finance, les ventes, la gestion de production, etc., etc., eh bien, c'est des schémas en étoile. On est reparti sur ces concepts de schéma en étoile, sur lesquels donc, on crée des tables de faits, des tables de dimensions, on appelle ça des vues maintenant.
des data marts et des couches sémantiques. Et ça permet d'accélérer le déploiement dans ces nouveaux mondes S4HANA et la BDC, la Business Data Cloud, SAP Datasphere, qui est la solution de stockage de données de SAP. D'accord. Et aujourd'hui, on a à peu près 60 data marts prédéfinis. On a à peu près plus de 30 clients qui utilisent ça. Et voilà, c'est vraiment un accélérateur. On fait gagner du temps. Et il y a un très fort ROI pour les clients SAP sur cette technologie-là. D'accord? Voilà. Mais le but, c'est pour ça que je passe vite, en 5-6 minutes. Aujourd'hui, le but, c'est de parler de ce fameux BI Smart Repository. BI Smart Repository. Donc, un référentiel intelligent de BI, donc de composants analytics. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une solution cloud qui centralise l'ensemble de tous vos outils de reporting. Donc, on est capable d'aspirer du partout, on ne les fait pas tous, mais enfin, quand même, on en fait une grosse partie, tout ce qui est Web Intelligence, Microsoft Power BI, tout le monde a du Power BI souvent maintenant dans les maisons, du tableau, la partie SAP Analytics Cloud, Analysis for Office, les BigQuery BW, les QBW de SAP, Digdash, solution française de reporting, les tuiles Fiori, des composants un peu de, c'est pas un vrai outil de reporting, mais c'est une sorte de tuiles là dans le monde de SAP, et aussi Click, on a sorti, donc on a un connecteur sur la partie ClickView. Et en source de données, comme vous voyez, on est très fort sur tout ce qui est composants SAP, bien entendu, mais pas que, SAP Data Services, l'ETL, SQL Server, Azure Talent et Snowflake, là prochainement, on est en train de finaliser ces connecteurs. Donc vous voyez, c'est très axé à la base sur les composants analytics de reporting. Alors, qu'est-ce qu'on fait derrière? On a, alors, qu'on se comprenne bien, on n'est pas dans la data gouvernance. On n'est pas un outil de data gouvernance, on le dit haut et fort. On n'est pas des concurrents de Data Galaxy, de Colibra et d'Alation. On a un très gros client, là, on dit, je ne peux pas dire le nom aujourd'hui. Il utilise Data Galaxy pour tout cartographier, mais il avait des dizaines de milliers de rapports Business Object avec des univers et du Power BI. Eh bien, quid de la capacité de aspirer tout ça, de voir le lignage entre ces rapports, ces univers et les sources? Personne ne fait ça par nous. Pourquoi? Parce qu'on va vous le démontrer. Souvent, les outils de data governance, ils ont 200-300 connecteurs. BO, ils vont juste être capables de prendre le nom et peut-être le nom de la source. Nous, on rentre dedans et on décortique la granularité de tous les composants qu'il y a dessous, que ce soit du BO, du Power BI, du Digdash. On est capable d'analyser la complexité d'un rapport, on est capable d'analyser toutes les sources, on est capable d'analyser s'il y a des formules dans le rapport. Voilà. Aujourd'hui, on va très loin, loin dans le détail. J'ai envie de dire, par rapport à ces outils de data governance qui sont plutôt entreprise globale pour mettre à disposition et pour que toute l'entreprise puisse voir un petit peu les jeux de données. Nous, on est plus aussi pour les BI managers, pour les key users qui vont utiliser, développer, qui vont se poser la question de comment a été créé un KPI, quelle formule a été utilisée, où vraiment la donnée a été cherchée. Alors, on rentre plus dans le détail. Donc voilà, historiquement, Decivision étant une société qui depuis 20 ans fait des projets analytics divers et variés, eh bien la solution, le BI Smart Repository, est développé pour cette communauté-là d'utilisateurs et on essaye et on avance là très vite à continuer à pousser, à rajouter des fonctionnalités fondamentalement pour les BI managers parce que c'est notre passion et deux, c'est 100% le cœur de notre métier. Donc derrière, on va voir, on a des fonctions liées pour les BI managers et les utilisateurs. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. D'accord? Voilà, 10 minutes pour introduire tout ça. Il fallait bien que j'explique un peu le contexte. Alors, on va directement rentrer dans des démos via des cas d'usage. Julien, c'est toi qui va, c'est moi qui vais arrêter de parler et c'est toi qui vas bosser. Alors, exactement. Attends, c'est moi qui dois parler encore un peu. Mon cher Julien. Alors, je souhaite rechercher une information dans l'ensemble de mon référentiel BI. Tout à fait. Si j'ai pas RapidViews, il va falloir que j'ouvre peut-être l'ensemble de mes portails divers et variés, BO, Power BI et autres, que j'essaye de comprendre, de demander la documentation. Et puis, on sait ce que c'est, la documentation. C'est souvent peut-être pas la chose qui est le mieux gérée dans les entreprises. Consulter, trouver la documentation, voilà. Et puis, je serais peut-être un peu perdu. Et si j'avais un référentiel qui contenait l'ensemble de tous ces outils avec tout le détail, la granularité du rapport, les data marks, les vues, les tables, est-ce que je gagnerais du temps? Est-ce que ça me permettrait d'aller plus vite?
Donc, c'est là où on a cet outil, là, ce search, qui va me permettre de centraliser tout ça. Vas-y, montre-nous. Exactement. Donc, déjà, je vais me connecter à ma plateforme. Alors, je suis déjà connecté à ma plateforme. Je vais revenir sur l'écran d'accueil. Alors, cette plateforme est une plateforme cloud, aujourd'hui SaaS, accessible directement par n'importe quel utilisateur au travers d'une URL web. On a développé des mécaniques pour importer vos métadatas. Attention, Jérôme ne l'a pas précisé, mais on travaille sur de la métadata aujourd'hui. On ne vient pas importer dans notre outil la donnée, votre chiffre d'affaires, votre liste de clients. Ce n'est pas ça qui nous importe aujourd'hui. C'est vraiment la structure, la cartographie du document, comment a été créé le KPI. Donc, on a nos mécaniques d'import. Une fois que la plateforme a été chargée de toutes vos métadatas, vous allez pouvoir rechercher directement à travers une interface assez simple et intuitive. Vous avez directement en page d'accueil une barre de recherche ici. Donc, je vais pouvoir aller sélectionner ici des référentiels. Si jamais j'ai plusieurs référentiels, admettons que j'ai des serveurs de prod, des serveurs de développement, admettons que je veuille cloisonner la finance avec le vente, voilà, je vais avoir plusieurs reports. Je peux ici choisir mon référentiel, faire des recherches. Si je lance une recherche globale ici, je vais avoir accès à la liste de tout ce que j'ai dans mon référentiel. Donc ici, je vois, il y a à peu près 7 reports, 13 sémantiques. Qu'est-ce qu'on appelle des sémantiques? Ça peut être un univers business object, ça peut être un dataset Power BI, ça peut être un modèle de données Digdash ou un modèle de données Tableau Software. Voilà, tout ce qui contient, on va dire, la couche sémantique. La partie report, c'est tout ce qui est la visualisation. Et en dessous, je vais avoir le concept de vue qui va être créé au-dessus de table. Alors là, le concept de vue, il est souvent aussi propre à chaque SGBD ou à chaque outil de modélisation. Si je passe sur du DataSphere, ce sont des vues. Si je passe sur du ANA, c'est des calculations de vue ou CDS View. Si je passe sur du SQL Server, on appelle ça aussi des vues. Ce concept de vue. Et en dessous, je vais retrouver donc sous les vues les différentes tables. Là, dans ta plateforme, il y a marqué Web Intelligence Univers. Oui. Mais si dans ce référentiel, tu avais du Power BI, du Digdash, etc., tu les aurais? Si je prends aussi aujourd'hui un référentiel avec un petit peu plus de choses. D'accord. Et là, donc voilà. C'est parce que. Ok, donc alors, que je comprenne, ça veut dire que dans mon référentiel, plateforme, ça veut dire que là, ça voudrait dire que je suis une société où j'ai du Analysis for Office, j'ai 4 Power BI, j'ai du SAP Analytics Cloud, du Digdash, voilà. Donc là, j'en ai à tous les étages. J'ai 5-6 outils de reporting. Je vois que j'ai aussi en source de données du DataSphere, du ANA, du S4ANA. Voilà. Je peux ici filtrer si je ne vois que les reports. Et voilà, je me concentre uniquement sur les reports. Voilà. Je peux aussi me concentrer uniquement sur les sémantiques, les vues, les tables. Voilà. Donc ça veut dire que la plateforme me permet d'accéder à l'ensemble de tous ces composants Analytics. Et on a développé une mécanique qui permet d'aller aspirer tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces différents outils, c'est ça? Oui, et le grand principe aussi de cette plateforme, c'est de centraliser ça à un seul endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas besoin de savoir si ce report il est sur Power BI, si c'est un SAP Analysis for Office, si c'est un Business Object. Aujourd'hui, je vais pouvoir rechercher directement ici dans la plateforme mes éléments, et c'est l'outil qui va me dire en fait où est-ce qu'il est stocké. Tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, si je rentre ici un petit peu plus en détail sur un document. Qu'est-ce que c'est qu'un document? Je peux rentrer ici dans un document. Alors, je n'ai pas forcément pris le meilleur document puisque tu m'as fait changer de référentiel. Mais ouais, je te casse ta démo là parce que je suis toujours bavard. Vas-y. Donc ici, voilà, si je prends un document par exemple tel que le carnet de commandes ici, je vais pouvoir rentrer ici sur mon carnet de commandes. Je vais voir d'un seul coup d'œil quels sont les différents objets utilisés. Donc, je sais qu'on a du business object, qu'on est sourcé sur un ETL data services et qu'on a en source des tables SAP. Alors, je vais peut-être te casser ta démo. J'essaie de faire être sûr que tout le monde comprenne et que je pose des questions. Ça, Business Object, ça contient la partie univers aussi? Alors oui, ça contient la partie univers, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est modèle de données, pour nous, fait partie de l'outil de reporting. Pareil pour Power BI, le dataset fait partie de description, je peux modifier la description si j'ai envie. Alors là, on récupère par défaut celle qu'il y a déjà dans l'outil et on peut ensuite la modifier. Donc ici, j'ai possibilité de faire évoluer la description. Tout à fait. Vas-y, et après donc? Après, j'ai une petite picture qui me permet d'avoir un overview du report. C'est juste une photo, C'est juste une photo, voilà, pour savoir un petit peu de quel type de report on parle. Mais de là, je peux cliquer et aller l'ouvrir dans mon référentiel. Je peux aller cliquer, aller ouvrir le report tout à fait dans le référentiel. Et là, en faisant ça, c'est juste un open doc et après, tu réutilises toute la sécurité que tu as mis en place dans ta mécanique de reporting. Exactement, je vous montrerai ça juste après. Je vais aller ouvrir un document. Sur la partie colonne ici, je vais avoir la liste des colonnes qui sont utilisées dans ce report. Voilà, donc, je vais pouvoir avoir la source aussi de la colonne, si c'est une table, si c'est un univers. Je vais pouvoir savoir s'il y a une formule, s'il y a un filtre qui est utilisé sur cette colonne.
Et en termes de suivi de données, alors ça, je ne vais peut-être pas le montrer maintenant puisqu'on va avancer dans les use cases et il y a un use case spécifique pour le suivi de données, mais je vais pouvoir aussi avoir le détail un petit peu de chaque colonne. Donc là, je peux descendre dans les colonnes, je vois ici un KPI, les quantités disponibles, je vois les autres types de colonnes. Voilà. Donc, je vois aujourd'hui comment a été construit et créé mon rapport. J'ai aussi quelques informations en tête intéressantes, la complexité du rapport. Voilà. Donc il va me dire aujourd'hui si le rapport est simple, moyen, complexe ou très complexe. Il va analyser le contenu du report, le nombre de sources de données. Ça, c'est une règle aujourd'hui interne qui nous permet, nous, de définir une complexité sur les objets. Et il va me permettre de savoir où cet objet est stocké aussi sur ma plateforme. Si jamais je veux aller le chercher dans ma plateforme Business Object, je sais qu'il est dans les dossiers publics, dans le dossier gestion. Voilà. Et derrière, je sais que c'est un rapport de type Web Intelligence. Alors aujourd'hui, sur BO, on n'a qu'un type de rapport. Par exemple, sur du Power BI, je vais avoir du Paging and Report ou du Power BI. Voilà, je peux avoir aussi différents types de reports. Je vais voir aussi quel type de report est utilisé sur la plateforme. Voilà. D'accord. Je reviens ici sur mon référentiel. Si jamais je veux ouvrir un report, je peux aller ici, par exemple, sélectionner mon report OTIF, par exemple. Donc, c'est un report qui est un Power BI basé sur avec son dataset, basé sur du Sapana et sur des tables SAP. Si je veux aller l'ouvrir, je clique ici sur Explorer. Il va me proposer de me connecter à ma plateforme. Donc là, tu utilises la sécurité, la RogerPad ou la sécurité. Donc, tu reprends la sécurité de ta plateforme qui est déjà en place, gérée par les équipes BI, hein, on est d'accord? Exactement, là, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'après, une fois que je sors de mon appli, que j'appelle Power BI, il va me demander de me loguer, de me connecter et est-ce que je vais bien avoir le droit de l'ouvrir. Donc, je répète, hein, c'est une application qui stocke la métadata de tous tes composants et qui essaye d'être de plus en plus fin et poussé sur l'ensemble des composants analytics. Oui. On est d'accord? Qui ne centralise donc aucune donnée. Donc ça, c'est en termes de sécurité. Non, tout à fait. On travaille avec différents clients très sensibles et croyez-moi, donc ça passe à chaque fois parce que ben, voilà, en termes de RGPD, on est bon sur tous ces composants-là. Et après, tu peux à nouveau ouvrir et passer switcher dans ton outil. Tout à fait. Là, je suis dans l'outil, donc là, je vois la donnée, mais là, je suis dans l'outil Power BI. Voilà. Et je peux revenir dans ma plateforme, renaviguer dans mes différents reports. Donc ça, c'est la première feature de recherche de l'information. Voilà, j'ai une barre de recherche aussi, je ne l'ai pas tapé, mais je pouvais saisir n'importe quel mot-clé, des commandes, des livraisons, des clients, et il va me filtrer en fait les éléments correspondants ou trouvant dans leur description ce mot-clé. Ah, c'est à moi. Donc, je peux continuer. Non. Donc, tu nous as montré tout donc, ce premier niveau qui est le search, qui est quand même le nerf de la guerre, parce que la fonctionnalité qu'il a quand même la plus utilisée, c'est être capable de rechercher pour avancer, pour analyser de façon simple. Maintenant, tu me dis quelles sont les données sources de mon rapport. J'ai un rapport et des fois, je suis perdu. On le voit, on a beaucoup de clients qui sont d'ailleurs sous TMH et Decision qui utilisent cette plateforme pour justement être capable sur un rapport de comprendre comment il est construit pour avancer dans l'analyse. Donc là, à partir de là, eh bien, si on n'a pas l'outil, il va falloir ouvrir le rapport, derrière ouvrir l'univers, dans l'univers voir les tables et les colonnes, peut-être que derrière aller chercher ce qu'il y a derrière en termes d'ETL, etc. et remonter jusqu'à la table source. Ça peut être très compliqué. Et quand on travaille sur des projets où on est en train justement ou de décommissionner un outil vers un autre ou de créer, on perd aussi beaucoup de temps dans tout ça. Et là, on va voir qu'à travers notre plateforme, eh bien, il y a ces fameuses fonctions qu'on appelle du data lineage, du data cataloging, moi je peux plus tout bon, voilà, data lineage, qui est le terme exact, où on va pouvoir, si j'ai bien compris, d'un rapport, voir sa couche sémantique, c'est ça, bien la couche sémantique, s'il y a des data marts, on va les voir, et on va être capable comme ça de descendre jusqu'à la table source. Exactement, tout à fait. Vas-y, si on a aujourd'hui, hop, je vais vous montrer un exemple sur mon référentiel. Si je reviens ici sur mon référentiel, que je reprends un référentiel où j'utilise un ETL, je vais avoir donc différents rapports, des sémantiques, de l'ETL data services et des tables. Si je prends ici par exemple mon report morning, monitoring, je vais avoir ici un aperçu de l'architecture. Je vois que j'ai bien un report SAP Business Object qui est connecté à une base de données SQL Server en direct et aussi à l'ETL Data Services qui lui est connecté à des tables SAP. Donc c'est un rapport, ça veut dire que ça c'est un rapport multisource qui pointe sur d'un côté deux mécaniques différentes, c'est ça? Exactement. Ça, on est capable de faire ça. Tout à fait, exactement. Alors, on voit qu'en termes de complexité, on commence à rentrer dans des rapports complexes puisque ça cumule quand même plusieurs sources de données. On va voir qu'en termes de colonnes aussi, c'est pareil, il y a quand même beaucoup de colonnes dans le rapport qui ont été utilisées. Ouais, mais vous êtes très nombreux à
On voit Tous les on voit clients ont des KPI. rapports simples et tous les clients ont des rapports qui sont des usines à gaz. Hein, ça, c'est voilà, hein, c'est là. Et donc là, si je rentre dans le suivi de données, alors il ne faut pas prendre peur forcément dans le suivi de données, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand même. C'est la réalité, elle est là, hein, clairement. C'est que j'ai un report ici, DAC Morning, qui est basé sur 2 univers. Suivi de fabrication, Kelio. Ce premier univers Kelio, lui, est basé uniquement sur des tables SQL Server. Là, j'ai pas de TL, voilà, j'ai un univers très simple sur une dizaine de tables SQL Server. Si il y a marqué Datamart, c'est que ça veut dire que c'est déjà de la donnée qui a sûrement été aussi agrégée. Peut-être, mais aujourd'hui, voilà, en tout cas, moi, cet univers est sourcé sur une base de données SQL Server. Je n'ai pas plus de sources derrière. Et après, j'ai cet univers ici fabrication contenant des tables qui, elles, sont alimentées par le TL SAP Data Services. Donc, alors, c'est où le TL? Parce que donc, ça veut dire que tu. Alors, ici, attends, là, ton rapport. Mon rapport, cet univers. Tu l'as connecté à un univers. Dans l'univers. Il y a une table qui s'appelle Suivi Prod AGG DWH. Cette table est aussi présente dans Data Services. C'est la finalité. Data Services alimente cette table et cette table est utilisée par l'univers. Et alors comment? Donc ça veut dire que tu as été capable de te connecter à Data Services. Oui. Et dans Data Services, qu'est-ce que tu as ramené alors? Eh ben, on a ramené donc la table finale qui est la même qui est utilisée dans l'univers et toutes les étapes pour construire cette table. Donc on a créé une table Suivi Prod Data Warehouse, Suivi Prod ODS. Et toutes ces tables en bleu là qui sont ultra complexes, ça vient de la partie ETL. Exactement. C'est tout ce qui a servi à créer cette table-là. Exactement. Tout à fait. Donc là, on a décortiqué toute la partie ETL. Et c'est là où ça a du sens, parce qu'un jour ou l'autre, il va bien falloir gérer, centraliser, documenter. Et puis si un jour vous décommissionnerez votre rapport Business Object pour aller ailleurs, eh bien, vous aurez sacrément intérêt à comprendre comment il a été construit, c'est ça? Tout à fait. Alors, si jamais on veut rentrer dans un détail un petit peu moins complexe, si je prends par exemple une colonne, ici je prends la colonne motif absence. Je clique sur ma colonne motif absence, il va me dire d'où elle provient. Vous voyez déjà en termes de lineage, c'est beaucoup plus simple parce qu'on est focus sur une colonne, un seul objet. Donc lui, il me dit que ça vient de la table absence type qui est dans ma base de données SQL Server. Si je reviens en arrière, que je prends cette fois-ci un élément qui vient sur mes données SAP par exemple, donc suivi de fabrication ici, donc je peux ici regarder le suivi de données. Je vois que ce code article provient de l'univers suivi de fabrication, provient d'une table Mara DWH, Mara ODS, Mara, et vient même de la table source SAP Mara. Je peux même voir le nom du champ au fur et à mesure de l'évolution dans l'ETL. Il s'appelle ancien numéro d'article dans SAP. On appelle ça dans la table Mara Old Material Number. On reprend le nom technique ici dans l'ETL et on renomme dans l'univers ici en SP code article. Bienvenue dans le monde de la data. Donc aujourd'hui, on voit quand même que c'est un petit peu plus simple de voir l'image à l'objet, mais c'est vrai que dès qu'on commence à être sur un report très complexe avec 40-50 colonnes, ben si on remonte tout le lineage, oui, voilà, au moins on a l'exhaustivité de ce qui est fait dans le report, on est capable d'analyser la liste de toutes les sources de données, de toutes les étapes par lesquelles ça passe, et si à un moment donné c'est vraiment un KPI ou une dimension qui m'intéresse, je clique dessus et je peux faire un focus sur cette dimension. Voilà. Donc ça c'est la partie lineage qu'on propose aujourd'hui avec nos outils BI Smart Repository. Très utilisé, tous nos clients chez qui on fait des TMA. Oui. Voilà, pour les équipes de TMA, ça c'est un peu leur terrain de jeu, ils sont constamment dessus. À chaque fois qu'un utilisateur pose parce que la plupart des questions qui reviennent, c'est le KPI n'est pas juste. C'est faux, ce KPI-là, la donnée n'est pas juste. Mais comment ça, la donnée n'est pas juste? Je vous dis que la donnée n'est pas juste. Mais comment savoir si la donnée est juste ou pas? Il va falloir à un moment donné tirer la petite pelote de laine pour savoir d'où vient le KPI, comment il est calculé, s'il n'y a pas une formule. Alors, s'il y a des calculs, alors justement, c'était ma question. S'il y a des formules et des calculs, tu es capable, on le remonte ça. Oui, on remonte aussi s'il y a des formules et des calculs. Je peux aller en montrer sur un référentiel où j'ai des formules et des calculs. Donc ici, si je vais chercher sur un delivery, sur une des colonnes ici. Alors oui, je vais un petit peu vite pour attraper un référentiel où j'ai les calculs. Mais je n'ai pas prévu la question que je te pose, je ne l'avais pas prévu dans ta démo. Non. Je peux en avoir plein des questions comme ça. Hein. Alors après, je ne sais pas si j'ai pris la bonne, mais oui. Ah, bien joué. Quand il y a marqué FX, ça veut dire formule, c'est ça? Ouais. Ça me rappelle. Voilà. Donc là, ici, voilà, j'ai une formule. Alors ça, c'est une formule propre vraiment à la base de données ANA, mais j'ai une formule qui va ici multiplier le coût avec le signe. Alors ça reste une formule simple. On peut avoir des formules très complexes aussi. Mais tu peux. En tout cas, tu les remontes. En tout cas, je remonte les formules, tout à fait. Voilà. Donc on est capable de voir s'il y a une formule. Alors il y a un petit indicateur qui nous le montre ici. Et après, quand on rentre vraiment dans le détail de la colonne, on peut aller lire le contenu de la formule. D'accord. Exactement, tout à fait. Bon, allez, super. Bon.
très important. Comme tu dis, pour les équipes de TMA, les BI managers qui, à un moment donné, ont besoin de vérifier la véracité d'une information. On travaille sur beaucoup de projets aussi, de tout ce qu'on appelle donc ce concept de migration de produits ou de décommissionnement. J'ai une techno, je veux passer, voilà, il y a une partie. La société a décidé que c'était que du tel produit, je sais pas moi, du Power BI ou du Digdash ou du Business Object, et on va migrer un certain nombre de rapports clics vers Power BI, BO vers SAC, etc. Et là, eh bien, dans ces phases de décommissionnement et de migration, eh bien, plus on est capable d'analyser, plus on sera précis dans la reconstruction de l'outil cible. Exactement, parce qu'on est capable de sortir pour une liste de reports, pour un univers, la liste de tous les champs calculés, de tous les KPI, de toutes les tables sources. Voilà, donc on est quand même capable de générer une spec pour démarrer à reconstruire sur notre outil. Quelles sont les listes de toutes les sources dont j'ai besoin. Et là, on va beaucoup plus loin. Alors, ce n'est pas dans la démo, parce que là, on est plus côté décision, mais on fait la même chose sur du SAP BW, qui est des composants qui sont sacrément aussi sophistiqués, et sur lequel on a plugué un bout de rapport Power BI qui permet de faire de l'analyse dans tous les sens et de voir aussi la complexité. Peut-être que c'était dans ta démo que tu voulais faire plus tard. Non, mais je me doutais bien que tu allais me le demander. Donc aujourd'hui, voilà un exemple un petit peu de. C'est vraiment des prémices. C'est des prémices, mais pour vous montrer un peu la vision et ce qu'on est en train de faire. Là, par exemple, c'est quoi? Là, par exemple, j'ai une liste de BEX Query. Alors, comme je pourrais avoir une liste de rapports Power BI, de rapports Business Object, voilà, c'est une Donc, liste. en gros, j'ai plugué un outil de reporting sur ma base de données. Tout à fait. C'est ça, oui. La base de données du référentiel RapidViews pour un client donné. Exactement, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure sur notre interface, on peut faire des filtres par technologie, on peut par colonne, par objet. Voilà, donc on est dans l'interface, on voit. Là, aujourd'hui, on a plugué un outil de reporting pour pouvoir vraiment jouer dans les données dans tous les sens. Puisqu'on a des utilisateurs aujourd'hui qui nous disent, moi, je veux afficher par KPI, moi, je veux afficher par BEX Query, moi, je veux voir la redondance, je vais comparer deux BEX Query entre elles, savoir si elles sont identiques ou pas. Voilà, donc aujourd'hui. Et donc là, on a décidé pour l'instant de mettre un outil flexible de type, voilà, ça aurait pu être du BO Power BI, un outil analytics de base qui va te permettre justement de faire tous ces regroupements d'informations, exactement. C'est-à-dire que là, par exemple, on a pris une liste de BEX Query et on veut les voir par complexité. Voilà, je peux les afficher par complexité, je peux compter le nombre de sources qu'il y a derrière par complexité, le nombre de data sources, d'info sources, de DSO. Je peux savoir le nombre aussi, je crois. Je peux les comparer. Je peux avoir le nombre d'attributs de KPI par BEX Query. Je peux avoir le nombre par complexité. Complexité, voilà. Ça, c'est une variable que tu as définie toi-même aujourd'hui. Alors, tout à fait, mais aujourd'hui, n'importe qui peut Alors, nous, on l'a défini dans l'outil, vraiment, l'outil nous le donne, mais là, n'importe quel après client ou utilisateur. Tu pourrais changer la règle de calcul derrière ton concept. Exactement. Okay. L'idée, voilà, pour nous, c'est ça, c'est de mettre à disposition un peu de flexibilité à nos clients. Pourquoi? Mais parce que c'est eux aujourd'hui qui en ont besoin, c'est eux qui cherchent à soit réduire leur volume de rapports ou de BEX Query en cherchant lesquels sont utilisés, pas utilisés, soit réduire avec de la redondance en se rendant compte qu'il y en a 50 qui font la même chose avec juste un filtre qui est différent. Voilà, donc aujourd'hui, on est à l'écoute de nos clients. C'est pas nous qui faisons les audits, c'est pas nous qui travaillons chez les clients. Donc, qu'est-ce que le client a besoin? Et donc, du coup, grâce à ce report, on a donné de la flexibilité. On est là aujourd'hui. Voilà. Donc, on est capable de voir des informations sur la complexité de vos rapports, sur tout ce qui est redondant. Oui. C'est ça. Et on a, le montre pas là, mais aussi sur l'usage des rapports. Oui, il y a une partie usage parce qu'on voit que quand on audite chez nos clients, très souvent, on essaie aussi de réduire, parce que si on veut réduire pour optimiser, et si en plus on décommissionne un produit vers un autre, eh bien, le concept de complexité et de réduction, on veut réduire, bien entendu, le plus possible. Voilà, sur la partie, par exemple, ici, voilà, j'ai la redondance, j'ai ici deux BEX Query. Je suis capable ici de voir la liste de toutes les colonnes de ces deux BEX Query et de savoir quelles sont les colonnes qui sont communes ou qui ne sont pas communes entre les deux BEX Query. Donc, je suis capable rapidement de construire. Alors, c'est les prémices qu'on vous montre, c'est vraiment. Mais l'idée, vraiment, d'intégrer ça dans notre application, d'avoir ces fonctionnalités de redondance, de comparaison et d'utilisation. Allez, super. Donc ça, c'était justement la fonction, donc le fait de pouvoir visualiser. Alors maintenant, l'inverse, j'effectue une modification au niveau d'un modèle de données. Quel serait l'impact sur la couche de reporting? Donc là, il n'y a pas d'outil pour faire ça aujourd'hui. Et nous, ce qu'on fait, c'est l'inverse du data lineage. C'est ce qu'on appelle l'analyse d'impact. C'est-à-dire, tu vas pouvoir sélectionner
le champ d'une table et Oui. voir où une table ou ce qu'on veut et remonter jusqu'à la source. C'est ça? Vas-y. Exactement, Donc, c'est tout à fait. l'inverse un peu de ce qu'on appelle le data lineage. Hein. Oui, tout à fait. Donc, En c'est fait, l'inverse. on va remonter l'information au lieu de descendre l'information. Donc, je Vas-y. me remets sur mon référentiel que j'avais tout à l'heure. Ici, si je cherche cette fois-ci une table, C'est ça. hop, pardon, si j'inverse les lettres, je vais pas arriver. Voilà. Donc, je cherche Typiquement, une table ici. tu as des utilisateurs qui disent, moi, j'utilise tel champ, je sais que c'est tel champ de tel… voilà. Alors, on a ça, on a aussi les éditeurs de logiciels qui disent, ben, tiens, on a fourni une mise à jour du logiciel source, telle table, telle zone a été affectée, a été modifiée, telle zone n'existe plus, telle zone est dépréciée. Voilà, donc ben, ils vont y en voir. Ici, déjà, cette table-là, où est-ce qu'elle est utilisée? Donc, en termes d'analyse d'impact, je vais voir tous les usages. Donc, je sais qu'elle est utilisée ici dans plusieurs flux. Je sais que derrière, vous voyez, par exemple, il y a une table ici, elle est utilisée dans une table qui est utilisée nulle part. Elle est utilisée ici dans cette table ODS qui, après, est utilisée à plein d'autres endroits. Et dans, au final, trois Dans rapports. Dans ce référentiel-là, j'ai 3 tableaux de bord qui utilisent vraiment cette table-là. D'accord. Bah, écoute, on le sait. Voilà. En un clic. En un clic, on peut se dire, tiens, l'éditeur m'a dit ou quelqu'un m'a dit qu'il y avait une modification ou quelque chose qui n'allait pas dans cette table-là. Voyons voir, faisons vérifier ces 3 reports-là aux utilisateurs clés, savoir si les reports sont souvent. Moi, j'ai vu quand même plusieurs fois des discussions autour d'un indicateur et quelqu'un dit non, l'indicateur, je le prends de telle table parce que depuis, voilà, oui. C'est tel champ de telle table. Exactement. Donc, à partir de là, ben, tu l'affiches et tu vois comment ça a été remonté. Exactement. Et s'il y avait des variables et des calculs au milieu, tu pourrais le voir. Tout à fait. Donc, tu pourrais rapidement aussi… et voir savoir si la donnée a été altérée ou si c'est vraiment la donnée qui vient de l'application source. Exactement. Voilà, donc 3 fonctionnalités majeures aujourd'hui pour les BI managers. Donc, cette capacité à rechercher dans un référentiel qui contient à nouveau tous les outils de reporting, toutes les tables et toutes les sources et certains déjà ETL qui sont en place à l'intérieur. Oui. La capacité de voir le lineage. Hein, je pars d'un tableau, n'importe quel rapport et je descends jusqu'à la table source et inversement. Je pars d'une table source ou n'importe quel niveau et je remonte pour voir l'analyse d'impact. Tout à fait. Maintenant, on va avoir des fonctionnalités plus pour les utilisateurs. Je viens d'arriver dans mon entreprise, j'ai besoin de connaître les rapports qui sont à disposition dans mon entreprise. Voilà. Donc, si je me connecte à un référentiel genre BO, ben, je peux peut-être, si j'ai certains accès, voir certains types de rapports. Sauf que si j'ai des rapports qui s'appellent du BO, du Power BI, du Digdash, du tableau, etc., là, c'est beaucoup plus compliqué. Exactement. Donc, ben voilà, où il y a une documentation qui existe, où je fais le tour de mes collègues, où bon, c'est toujours, ça peut vite être quand même compliqué. Et si on pouvait se connecter à notre référentiel, sélectionner un service et voir tout ce qui est lié donc à un service, c'est-à-dire avoir une vision métier, qui est une autre type de représentation. Donc là, pour ça, on a créé tout simplement ce qu'on appelle un business catalogue. Donc, quand vous téléchargez les informations, vous pouvez les regrouper par business catalogue avec une vue métier. Sélectionnons, on va voir un domaine ou une pétale là, de notre rond là, et voir dessous l'ensemble des rapports associés. On peut même voir les couches sémantiques et on peut même descendre plus bas dans la. On peut voir aussi tous les objets vont pouvoir être associés au catalogue. Donc aujourd'hui, attention, le catalogue est même configurable. Là, celui-là qui est à l'écran avec ses pétales, c'est nous qui l'avons créé pour notre démonstration, mais chaque client peut customiser son propre catalogue. Tu customises et donc tu peux associer n'importe quel type de rapport, ce que tu veux. Exactement. Donc, là, je vais me connecter ici pour vous montrer le business catalogue. Donc, j'en ai un ici, business catalogue, là, qui me permet donc ces pétales. Alors, il est un peu orienté vente, achat, production, finance. Ça reste des concepts un petit peu globaux dans les entreprises. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez ici, en bas, j'ai une liste de reports. Je vais aussi avoir une liste de couches sémantiques, mes fameux data marts, mes vues et mes tables. Donc, je peux sélectionner qu'est-ce que je veux faire afficher en bas comme objet. Et ensuite, derrière, je vais naviguer ici dans mes différents pétales. Donc, soit je prends ici la pétale de facturation et je vois que j'ai 3 reports concernant la facturation. Soit, tiens, j'arrive au service finance. Voyons voir qu'est-ce que j'ai autour de la comptabilité client. Et je sais que j'ai 4 reports autour de la comptabilité client. Qu'est-ce que j'ai autour de la comptabilité fournisseur? Bien, j'ai 3 reports autour de la comptabilité fournisseur. Qu'est-ce que j'ai maintenant au niveau de mes gammes de contrôle? Qu'est-ce que j'ai au niveau de mes centres de coûts? Qu'est-ce que j'ai au niveau de mes commandes d'achat? Voilà, donc je peux cliquer ici sur n'importe quel objet, gestion des stocks par exemple, savoir qu'est-ce que j'ai dans ma gestion des stocks. Bien entendu, si je clique ici sur le rapport, tu reviens sur ce que nous avons fait tout à l'heure. Sur les mêmes interfaces avec la description du report, la vignette du report,
quelle est son Et architecture, voilà, possibilité de l'ouvrir directement dans la plateforme, dans l'outil de reporting. Tout est lié. Exactement, tout est lié. Tout à fait. Ok, super. Merci. Pareil, j'ai plusieurs outils de reporting. J'aimerais voir être capable de centraliser l'information. Donc là, comment on fait? Pareil, si tu veux, tu pourras avoir tous les outils qu'il faut ouvrir un par un, ou alors tout est centralisé dans un hub de rapport. Donc, on a créé un hub, c'est-à-dire que c'est une représentation tout simplement par rapport. Donc là, tout à fait. En fait, la vue, là, le business catalogue qu'on avait tout à l'heure, c'est une vue métier. C'est une vue métier. Il n'y a pas de notion vraiment de recherche, c'est on navigue dans les métiers. Par contre, si à un moment donné, je veux rentrer dans une notion de recherche, j'ai mon web ici de report, dans lequel je peux dire déjà, mais moi, je veux voir que les business objects. Voilà. Je ne peux pas voir les tableaux Power BI, je veux voir que les business objects. Ou alors, je veux tout voir. Je veux pouvoir rechercher toujours par ce fameux catalogue. Si je veux quand même rentrer dans facturation, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans facturation. J'ai quand même toujours cette possibilité-là de rechercher dans le catalogue. Et sinon, j'ai un mot-clé aussi ici. Voilà, je peux chercher par mot-clé n'importe. Tout ce qui concerne l'OTIF, par exemple, bien voilà, il me trouve les 2 reports qui concernent l'OTIF. Bien entendu, à chaque fois, dès que je vais cliquer dessus, je vais rouvrir au même endroit sur mon report que je peux explorer sur ma plateforme. Voilà. Mais c'est une autre vision. Donc ça, c'est par... On appelle ça l'Analytics Hub, hein, donc le Hub Analytics, et le KPI Hub, c'est la même chose. On a juste après, hein, dans la démo, voilà, je veux voir quels sont les utilisateurs utilisés dans ma société sur un secteur particulier. Et bien là, c'est très compliqué parce que si vous n'avez pas une plateforme qui centralise, vous avez une doc, c'est aussi, voilà, ça reste très compliqué. Donc là, nous, on a la représentation par indicateur. Vas-y, montre-nous. Tout à fait. Et alors, tu as le hub par rapport et le hub par indicateur. Voilà, c'est une autre vision. Donc là, en gros, qui va reprendre les mêmes critères de filtre pour afficher les outils de reporting et mes données. Là, je prends tous les rapports parce que je suis dans mon entreprise, donc je veux voir mes indicateurs. Je peux voir mes indicateurs de type sales, j'en ai 44. Je peux voir mes indicateurs de type cost, par exemple. J'en ai 9. Aujourd'hui, ça veut dire quoi là? Ça veut dire que cost est utilisé à tous ces endroits-là. Oui, et aujourd'hui, en fait, quand je recherche par rapport, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que je recherche dans la description, dans le nom du report, mais je ne recherche pas vraiment à l'intérieur du report. Et on a des utilisateurs qui souvent cherchent un KPI. Comment est analysée ma marge? Comment est analysé mon solde de facture? Et souvent, on n'a pas dans le titre du report le nom du KPI. Donc, pour pouvoir rechercher par KPI, mais je vais pouvoir voir partout les coûts sont utilisés. Et vous voyez, il est utilisé dans l'Order Book Report, dans le Sales Overview, dans le Order by Product. Bien, je clique sur n'importe quel report et hop, je vais pouvoir aller ouvrir ici mon report. Donc, je peux voir directement en fait, dans quel report est utilisé ce KPI. Même si finalement, dans le titre du report, on n'a pas eu la vraie description qu'on a analysé les coûts. Voilà, c'est vraiment un deuxième type de recherche et on voit quand même de plus en plus d'utilisateurs qui cherchent par KPI et non pas par le nom du report. Voilà. Super, merci. Et donc, c'est ça, hein, 3 fonctionnalités majeures. Ce concept de catalogue, on a une représentation donc, par métier, une représentation par rapport, hein, donc l'Analytics Hub, et une représentation par indicateur. Merci, Julien. Et au milieu de ça, on a quand même développé ce qu'on appelle l'Analytics Wizard, qui est un assistant intelligent pour créer nos analytics. Alors, comment ça marche? En gros, comme dans ce référentiel, vous allez stocker l'ensemble de tous vos composants, donc tous vos rapports, toutes vos couches sémantiques, toutes vos data mart, cubes, derrière l'ensemble des dimensions qui sont vos dimensions et vos tables de faits, hein, vos vues de dimensions, vos vues de faits, et dessous tout l'ensemble de toutes les tables avec tout le détail de vos tables, eh bien, vous avez tout votre référentiel. Et si vous aviez un outil, vous pouviez sélectionner n'importe quel composant et qui puisse vous créer le rapport ou vous assister dans la création de rapport. Donc, vous glissez, déplacez des objets. Il va peut-être vous dire, j'ai un rapport qui existe et qui contient l'ensemble des objets demandés. Donc, à nouveau, ça peut être 3 champs d'une table comme ça peut être 3 objets d'une requête. Si ce n'est pas le cas, eh bien, peut-être il va vous dire, j'ai une couche sémantique qui contient l'ensemble de ces objets, donc vous utilisez votre outil de reporting pour aller ouvrir votre couche sémantique et puis glisser, déplacer l'ensemble des objets pour faire votre nouveau rapport. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, un cran en dessous, il va peut-être vous dire, eh bien, vous ne l'avez pas, mais il y a tel schéma en étoile qu'il contient, ou alors il va falloir que vous accédiez à telle et telle vue, peut-être partez de cette vue que vous avez dans vos couches sous-jacentes, et vous allez peut-être devoir rajouter un certain nombre de tables de vues autour de votre schéma. Donc là, vous voyez, on peut comme ça descendre
dans des couches plus basses pour permettre aux équipes qui sont en train de développer eh bien, de voir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'il faudrait rajouter ou pas. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, on en est là, il va vous générer la recette. Oui. Vous dire, allez chercher tel schéma et rajouter telle et telle table. Vas-y, montre-nous comment ça marche. On centralise bien sûr les demandes. Je vous montre je vois que le temps passe aussi, donc je vous montre une demande que j'ai qui est déjà enregistrée normalement, puisque les wizards, du coup, je peux aussi les enregistrer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je glisse des classes, que je demande à mon Analytics Wizard de faire une requête, il va pouvoir me les enregistrer et je vais pouvoir revenir aussi dessus un petit peu plus tard. Donc là, on a fait une demande où on est allé chercher le nom d'un client, la quantité livrée avec la date de livraison. Et donc, j'ai demandé au Wizard de m'actualiser les résultats. Voilà ce qu'il me propose. Il me trouve 5 reports qui peuvent répondre à ma demande. Alors, les 5 reports ne sont pas parfaits. Il y a une petite vignette verte. Le petit 1 qui a une petite vignette verte avec le petit A, il va me proposer d'ajouter quelque chose. Vous voyez, il y a 2 champs qui existent, il y en a un qui est à ajouter. Et regardez, il me propose en termes de lineage, quand même, comment l'ajouter, puisqu'il a trouvé. C'est-à-dire qu'il a trouvé que le nom du client était bien là, que la date de livraison était bien là. Il n'a pas trouvé la quantité, mais il a vu qu'elle était présente dans cette vue. Donc, il me propose d'aller la proposer et la rajouter. Donc, il me fait une proposition en termes de recette. Il va me dire que la date de livraison est disponible, que le nom est disponible, que la quantité livrée est à remonter dans le data mart. C'est la colonne LIPS ou RMMG. Donc, il a aussi trouvé, il a proposé un résultat. Il m'en propose 4 autres. Alors, chacun par niveau, on va dire, de complexité. Celui-ci contient bien 2 zones et c'est la quantité livrée qui manque. Il propose ici d'aller la rajouter aussi par un autre moyen. Voilà. Donc après, là, il fait plusieurs choix, un petit peu comme un itinéraire Google ou Waze, où il va vous proposer plusieurs itinéraires pour arriver au chemin final. Le but, c'est que le développeur qui va réaliser la modification soit le plus à l'aise possible. S'il est à l'aise avec ce report delivery notif, il partira de là. S'il est plus à l'aise avec le report order book, il partira peut-être de là. Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, au choix du développeur. Donc on donne différents itinéraires. Il y a des itinéraires, et après le client, bien entendu, vous choisissez parce que dans vos systèmes, vous pouvez avoir plusieurs data marts que vous avez créés, vous savez exactement quel chemin vous voulez suivre. Ça, c'est, voilà, on vous donne la flexibilité de, bien sûr, de faire ce que vous voulez, bien entendu. Mais l'idée, c'est de vous aider pour vous dégrossir un maximum dans la création aussi bien d'un rapport d'une couche sémantique que des data marts et des cubes qu'il y a derrière. Hein, exactement. Là, je suis passé sur la partie sémantique. J'en ai un peu plus qui sont vertes, puisque là, quand on est à la sémantique, on a plus d'objets dans une couche sémantique que dans un rapport. Donc ici, j'ai 3 couches sémantiques qui me permettent d'arriver à mon but. Néanmoins, à chaque fois, j'ai quand même un élément à rajouter. Bon, c'est le cas de figure. Après, on peut trouver aussi des éléments qui matchent à chaque fois. Mais l'idée pour nous, c'est surtout de vous donner un guideline, de donner une recette et donner une best practice pour arriver le plus vite possible aux besoins. Alors la vue, c'est ça qui est souvent le plus important. Et sur la partie vue, il redescend à un niveau vraiment très bas et il va me proposer soit d'additionner 2 vues entre elles pour répondre à mon besoin, soit d'additionner un peu plus que 2 vues, un data mart avec une vue. Donc là, il me propose de faire des additions, en fait, de faire de jointer plusieurs objets entre eux. Donc c'est une aide à la création de mécaniques de reporting. Voilà, on voit ici que, regardez, on part des 3 tables sources contenant les éléments et il me propose de combiner le delivery document, le high delivery document, le dim customer demo. Il me propose. Et c'est quoi ces 3 couleurs sur le côté là? Ce sont les champs qui sont présents à ajouter ou à remonter. En fait, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, le vert, c'est le champ qui est vraiment présent dans la colonne. Celui-ci, il est présent dans un des lineages, mais il faut juste le remonter. Et le orange, en fait, il est présent que dans la table, donc il faut le remonter. Il faut c'est vraiment une aide intelligente qui vous fait comme ça. C'est pas mal. Hein, c'est un niveau de complexité de ce qu'il faut faire avec les champs. Voilà. Très bien. Et ça nous permet, nous aussi, de classer les résultats en fonction de la complexité du développement à faire. Exactement. Super, merci Julien. Donc je crois qu'on arrive à la fin de la démonstration. Donc on a vu un peu voilà, ça c'est ce qu'on a présenté à l'instant. Donc à nouveau, ce BI Smart Repository, la capacité de centraliser donc l'ensemble de tous vos outils de BI et des composants et des données sources qui vont vous permettre d'avoir toutes ces fonctions de search, data lineage et analyse d'impact. Cette capacité d'avoir des fonctions plus utilisateurs métiers comme le KPI Hub ou le Analytics Hub, l'ensemble des rapports, des indicateurs et avoir une vue métier, d'accord, par process, par vue métier, et derrière cette capacité via l'Analytics Wizard de pouvoir vous aider à créer des nouveaux rapports ou des nouvelles vues parce qu'on contient à nouveau tous les composants à l'intérieur.
Merci. On va parler maintenant des références. Donc, on a à peu près une trentaine de clients qui utilisent notre plateforme aujourd'hui, en France et à l'étranger, et pas mal quand même de clients aujourd'hui, bien sûr, en France qui utilisent cette plateforme. Radio France, par exemple, qui utilisent du Business Object, hein, un énorme système Business Object depuis très longtemps. Eh bien, grâce à cette au BI Smart Repository, eh bien, ils sont capables justement de centraliser tout leur rapport BO, tout leur univers, et eux derrière, ils accèdent à du SAP, des CDS-View, qui sont des composants SAP un peu complexes, et ça leur permet donc de pouvoir gérer toute la TMA, hein, et de l'organisation de toutes leurs données. Exactement. Donc un gros gain de temps sur ce client-là. De Fontaine. Vas-y, je te laisse. Le groupe de Fontaine aujourd'hui, voilà, qui a un système avec plusieurs bases de données. Alors un système SAP à la source, plusieurs bases de données alimentées par un ETL. Derrière ces bases de données alimentées par l'ETL, on a des univers business objects. Voilà. Donc on a un client qui a des requêtes multi-univers, multi-sources de données. Donc là, l'idée pour lui était de reprendre la main justement sur son système, ne sachant pas exactement comment les indicateurs étaient créés, d'où provenait la donnée. Alors on sait qu'elle provient de SAP à la source la plupart du temps, mais comment elle est transformée après dans l'ETL, dans les univers, dans les reports. Donc l'idée, voilà, c'est de leur redonner une visibilité. Et la personne qui s'occupe de la TMA chez De Fontaine aujourd'hui utilise tous les jours cet outil à chaque fois qu'elle a une question ou qu'elle cherche une information. Ok, merci. Forvia. Forvia Forestia. Forvia Forestia. Alors, projet aujourd'hui, projet en cours ou étude de décommissionnement de SAP BW. Il faut savoir que Forvia a fusionné aussi avec une autre entité, et là dernièrement, qui utilise un système BW, un système SAP DataSphere, donc pas tout à fait les mêmes systèmes. Donc l'idée, voilà, était de voir comment on peut auditer tous ces systèmes-là. Qu'est-ce qu'on peut migrer, merger, fusionner, parce que bien on part de la même chose. C'est finalement les mêmes objets à la source qu'on va chercher, ce sont les mêmes requêtes à la destination qu'on va créer. Donc l'idée pour eux, c'est d'auditer, cartographier tout ce qui est fait dans les deux BW dans le DataSphere, voir comment on rationalise le contenu, voir comment on peut agréger ou fusionner ces contenus-là sur un seul système final. Le système final n'a pas été choisi encore, mais l'idée, c'est d'utiliser notre outil pour déjà savoir tout ce qui est à la source et comment on peut imaginer le construire et le préparer à aller dans un système cible. Donc, on cartographie toute la mécanique BW avec toute la complexité que ça représente. Il y a des tonnes de DSO, de couches, de formules, de variables, de code ABAP. Et on est même capable de remonter jusqu'au rapport Webby et au rapport Power BI qui utilisent ces objets-là. C'est ça. Hein, parce qu'on se rend compte très souvent dans ce type de système qu'on va avoir des milliers de cubes, mais qu'au final, quand on scanne les reports utilisés, bien, ils n'utilisent que la moitié de ces cubes-là. Donc, c'est bien d'avoir des cubes dans BW qui sont alimentés, mais si personne ne les utilise dans des reports, bah, c'est des cubes qui sont là un peu pour rien. On n'a pas trop parlé de ça aujourd'hui, justement. Quand on aspire du Business Object, du Power BI, du Digdash, du Click, on a déjà des fonctionnalités. On l'a pas mis en avant, on n'a pas parlé assez aujourd'hui. On remonte des fonctions d'usage. Oui, tout à fait. Déjà, par le lineage, capable de savoir ce qui est dans un univers contenant 100 tables et 4000 objets, s'il faut, quand on connecte tous les reports dessus, il n'y a que 1000 objets et que 50 tables de l'univers qui ne sont utilisés. Et les rapports, et être capable de dire quels sont les rapports utilisés de ceux qui ne le sont pas, voilà, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'auditer l'usage. Il y a cette autre notion. Ça, on est en train de le faire. Alors, on en est où exactement? Alors aujourd'hui, on est capable de savoir si le rapport a été créé, modifié ou actualisé dernièrement. Donc, on a les dates de création, de modification et d'actualisation. Donc, du coup, on est capable de savoir si dans la dernière année, par exemple, il y a eu, on peut filtrer dans l'outil, on va y avoir filtre-moi tous les reports qui ont une date de modification ou de création ou d'actualisation supérieure au 1er octobre 2024, pour savoir déjà lesquels ont été ouverts au moins une fois depuis un an. Voilà. Après, on a prévu dans la roadmap d'aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, en termes d'usage sur ces plateformes, il y a plein d'autres usages. Il y a aussi un usage de lecture, il y a des planifications, il y a des publications, il n'y a pas que forcément du rafraîchissement ou de la modification. Donc voilà, donc il y a plusieurs autres niveaux de granularité qui sont capables de nous dire si ça a été utilisé ou pas. Voilà, ça permettra d'affiner ce concept d'usage. Voilà, c'est ce sur quoi on travaille. Ce sur quoi on travaille en ce moment. Ok, merci Julien. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette session. On va prendre ensemble de vos questions-réponses. N'hésitez pas à nous challenger. Hein. La meilleure façon, c'est de tester. Hein. C'est ce qu'on fait beaucoup. Hein.
On peut faire ce qu'on appelle un POC en quelques jours. Hein. On se connecte à vos environnements et on ramène vos environnements dans le système. On a des clients voilà, aussi qui veulent juste qu'on leur donne un accès à notre référentiel de démonstration pour voir un peu la quintessence et voir la complexité, voir un peu ce qu'on fait. On peut faire ça aussi, hein, c'est-à-dire c'est un POC, c'est juste on vous donne un accès à notre plateforme pour que vous puissiez jouer avec et voir la valeur hein, de ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le plus simple. Sinon, un prototype. Et sinon, vous pouvez nous passer commande tout de suite. Nous prendrons votre commande avant midi. Il reste 6 minutes avant d'aller déjeuner. Voilà. Attends, juste avant de prendre les questions, oui, il y a encore je crois que j'ai une slide. Donc, on est en France, voilà, on travaille beaucoup avec Decivision, bien entendu, avec STMS, Augustarive et Capgemini, qui est un gros partenaire là, sur les gros comptes SAP. Et on a des partenaires un peu partout qui, justement, revendent notre plateforme. Hein, et on a de plus en plus, justement, de traction sur tous ces différents sujets. Cette slide que je n'ai pas vue, c'est les prochains événements qui arrivent là. La semaine prochaine, on est à l'USF. Oui. Decivision et RapidViews auront un stand à l'USF, hein, le salon des utilisateurs SAP francophones. On a deux stands. Là, c'est le stand Decivision, numéro 52. RapidViews a son autre stand aussi. Ouais, on aura deux stands. N'hésitez pas à passer si c'est très sympa, il y a beaucoup de monde, c'est un moyen d'échanger. N'hésitez pas, c'est à Lyon, hein, la semaine prochaine. Si vous pouvez y être, si vous n'êtes pas loin, venez. Workshop, on a un workshop qu'on fait avec SAP, chez SAP, le 15 octobre. Exactement. Hein, dans les locaux de SAP, la tour SO-Ouest, là, Levallois, à Paris. Hein, voilà, tous les 2-3 mois, avec SAP, on présente le BI Smart Repository et nos BI Content avec SAP. Hein, on est un partenaire très très proche de SAP. N'hésitez pas aussi à passer si vous êtes intéressé. Les clients peuvent manipuler aussi. Et on voilà. Des environnements, les clients peuvent manipuler. C'est ça, et vous pouvez manipuler pendant cette matinée. Et derrière aussi, on a des… Le Tour de France du décisionnel à Lyon. Donc, Lyon. Le Tour de France du décisionnel à Lyon, c'est le 16 octobre. Voilà, où là, donc, on présente du coup Blueway, Digdash, SAP Business Object, la BIA 2025, la gouvernance data. Voilà, donc, on parle un petit peu autour de toutes les thématiques qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est à Lyon le 16 octobre. Allez, merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions-réponses. On est à peu près dans les temps. J'avais dit 45. Ouais, je ne suis pas tout à fait, mais bon, j'ai un peu de retard, mais on est pas mal. Allez, questions-réponses. Je prends les questions au fur et à mesure qu'elles sont arrivées. Alors, bonjour. Est-il possible de scanner les postes et pour découvrir les catégories et cataloguer la partie Power BI Desktop qui a pu se développer en mode Shadow IT dans une organisation? Alors non, aujourd'hui, on n'est pas capable, puisque, alors, on est capable, nous, d'analyser, de cartographier les Power BI Desktop qui sont sur les postes de travail si vous les regroupez dans un zip ou dans un répertoire. Nous, en fait, notre extracteur est capable de prendre un répertoire en cible et d'aller scanner tout ce qu'il y a dans le répertoire. Mais ce n'est pas lui qui va scanner automatiquement tout ce qui se passe sur les postes. On n'avait pas fait ça à l'époque. Ça n'avait pas été fait pour BO à la belle époque, il y a 10-15 ans. Là. Comment on faisait ça? Eh bien, on avait développé une macro, en fait. Qui fait quoi? Une macro qui se connectait au poste. Alors, attention quand même, qui se connectait à un poste de travail et qui allait scanner sur le poste de travail tous les rapports .rep. Par contre, il fallait déployer la macro sur tous les postes de travail. Et on vous faisait ça grâce à l'outil Business Object. Tous les clients qui avaient l'outil Business Object Desktop d'installer, on arrivait à déployer sur leur outil, sur leur poste client. Il fallait être capable d'accéder au poste de l'utilisateur. Oui. Non, mais c'était. Et on développait, c'est ça, on installait ça et après on faisait quoi? On les scannait, ça voulait dire on les copiait? Non, on faisait quoi? Oui, en fait, après on les copiait dans un répertoire pour les centraliser, tout à fait, et après les auditer. Donc, non, aujourd'hui, pour répondre à votre question. Mais bon, après, voilà, on peut réfléchir. S'il fallait mettre en place un système de macro qui centralise tout au Power BI, ça doit pas être très compliqué à faire aujourd'hui. C'est de l'admin, c'est pas l'IA. Tout à fait, c'est de l'admin. Parce que c'est nous, centraliser un type de compte. Ouais. Exactement. Nous, après, et si les Power BI, tu les as tous à un répertoire, est-ce qu'on est capable de les analyser? Tout à fait, on fait sans ça. faire. On a les deux méthodes. Soit on se connecte au Power BI web, Power BI Services, je cherchais le nom, qui est sur le web. Et là, on scanne ce qu'il y a sur le Power BI Services et on analyse ce qu'il y a là. Soit on se connecte à un répertoire sur le poste de travail qu'on nous donne en paramètres. Hein. Donc, quelqu'un nous dit, ben, moi, j'ai tous mes Power BI à tel endroit. On se connecte à tel endroit et on scanne ce qu'il y a là. Tout à fait.
Alors, j'ai compris que RapidViews peut trouver le data lineage en analysant les flux ETL BODS. Quels autres ETL peuvent voir leur flux analysé par RapidViews? C'est une bonne question. Alors, Talend est en cours de développement, varié prochainement. Et le prochain connecteur, c'est toute la data plateforme Fabric là, qui va sortir. On est aussi sur ça. Voilà. Donc, on est sur le monde Fabric. SSIS, le monde Fabric, SSIS, Talend prochainement et ETL Data Service. Donc, pour l'instant, on est sur ces 4 ETL-là. Si on a aussi la plateforme Business Data Cloud de SAP. Donc, oui, la partie DataSphere, oui, mais la partie DataSphere, il y a un ETL aussi dans DataSphere. Ça, on l'a déjà. On l'a déjà, tout à fait. Voilà. Et BW aussi. La partie BW, ça, DataSphere, comme... BDC, voilà. Là, ça, c'est déjà en place. Exactement. RapidViews sait-il analyser des données géographiques et sortir automatiquement ces métadonnées? Par exemple, le type de géométrie, point, ligne, polygone, ou bien le système de projection. Alors non, pas du tout. Ça fait quelques fois qu'on a la question. Voilà. Pour être très honnête, mais aujourd'hui, on ne s'est pas lancé là-dedans d'analyser la data ou la métadata d'outils de SIG. Voilà, clairement. Merci pour cette présentation. Est-il possible de filtrer les accès aux rapports KPI par type d'utilisateur si certains profils dans l'entreprise ne sont pas autorisés à accéder à l'ensemble des reports? Oui, on a une gestion des droits sur la plateforme. Je ne l'ai pas du tout montré, ce n'était pas le but du webinaire, mais on a une gestion des droits sur la plateforme. On peut gérer qui a accès à telle ou telle fonctionnalité. On peut par exemple limiter que l'utilisateur ne voit que le KPI Hub et le Analytics Hub et pas la partie lineage ou wizard. Ouais. On peut limiter aussi le contenu qui est visible par les utilisateurs. Comme je vous ai dit aussi, on peut créer des référentiels pour splitter ou scinder aussi les éléments en plusieurs référentiels. Voilà, oui, on a une gestion de la sécurité dans l'application où on peut gérer ça. Tout à fait. D'accord. J'ai une autre question. Gérons-nous l'intégration des données manuellement? Alors, on va dire que c'est semi-automatique. Aujourd'hui, on a pris le parti, en termes de concept et d'architecture, de ne pas connecter une application cloud à vos outils de production. Voilà, c'est un parti qu'on a pris. C'est aussi des choses qui nous sont demandées souvent par des clients quand on parle de Total, de Engie, de certaines banques. Voilà, les applications cloud, hors de question de les connecter à des applications internes à l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a développé un connecteur qui, lui, s'installe sur un poste de travail du manager, de l'administrateur, et c'est ce connecteur qui fait les exports, qui génère donc des fichiers. Donc tout ça se fait automatiquement. Par contre, après, il faut qu'il y ait une action quand même d'une personne de l'entreprise pour pousser ou uploader ce fichier d'export dans la plateforme cloud. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est semi-automatique. Voilà. Néanmoins, on travaille quand même aussi avec certains clients à automatiser complètement le process, puisqu'on avait la demande de clients très réfractaires à ne pas le connecter, mais comme on a maintenant la demande de certains clients qui veulent automatiser toute la chaîne, tout le process. Voilà. D'accord. Avez-vous une version d'essai? Oui, Jérôme l'a dit tout à l'heure, donc on peut faire un POC. Voilà. Donc qui dit POC aujourd'hui, on ne rentre pas dans de la souscription de licence, on vous met à disposition l'outil pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois. Voilà. On peut le faire sur nos données, comme ça c'est un POC qui est très rapide, si vous avez un login, un password, ou alors si vous voulez qu'on le fasse sur vos données à vous, ça nécessite 1 jour ou 2 de configuration, mais néanmoins, voilà, on peut très rapidement faire un POC. Exactement. J'ai une autre question qui arrive. Je suis dans une phase de décommissionnement Business Object. Est-ce que la plateforme peut m'apporter de l'aide? Alors aujourd'hui, oui, bien entendu. La plateforme va vous apporter la possibilité de cartographier tout ce que vous avez dans votre Business Object, essayer d'éliminer ce qui n'est pas utilisé. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai cartographié les 100 reports d'entreprise les plus importants que je veux passer en Power BI, en ClickView, en DigDash, peu importe. Bien, nous, on va se concentrer sur ces 100 reports. On va filtrer déjà les univers qui sont derrière ces 100 reports, uniquement les tables et les objets filtrés par ces 100 reports. Donc, on va réduire le scope de ce qui est à reproduire dans la partie, dans l'autre outil de reporting. On va pouvoir aller un cran plus loin avec l'usage aussi. On va pouvoir vous dire si un report qui n'a jamais été modifié ou actualisé depuis plus de 2-3 ans. Et après, derrière, on va pouvoir ressortir une spec, comme on l'a vu, avec la liste de toutes les zones, de tous les champs, de toutes les formules et variables de calcul utilisées pour que vos développeurs, après, redéveloppent. Par contre, là, malheureusement, on ne va pas, nous, jusqu'à aujourd'hui, redévelopper le report dans une autre application. Mais on vous donne toute la spec et toute la recette pour aller le redévelopper. Voilà, tout à fait. Bon, j'ai fini les questions. S'il n'y a pas plus de questions, ben écoute, merci Julien
pour ta présentation et ta démo. Merci Antoine là, qui nous a aidé bien entendu à mettre en place tout le webinaire et tout l'ensemble des slides. Donc n'hésitez pas, hein, on est là à votre service. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, qu'on vous mette l'outil à disposition, si vous souhaitez faire une maquette, un prototype, eh bien on sera ravis de le faire. Merci à vous tous et à bientôt. À nouveau, hein, si vous êtes près de Lyon, la semaine prochaine, c'est le grand salon SAP. N'hésitez pas à passer nous voir. On sera ravis de vous rencontrer. Merci à vous tous. À très bientôt. Merci à vous. Merci Au revoir. Julien.